journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal consacrée à la page rétrospective de la semaine dont voici les sommaires. Au cours de cette semaine, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a annoncé la mise en place d'un comité de pilotage sous sa direction pour la sécurisation des élections. Le sénateur membre du Front commun pour les Congo FCC ont claqué la porte de la plénière consacrée à l'examen en seconde lecture du projet de loi sur la répartition des sièges. Dans leur déclaration, les élus proches de l'ancien président Joseph Kabila estiment que le projet de loi sur la répartition des sièges se réalise dans un contexte de fraude marqué selon eux par l'absence d'un audit externe et crédible. Et puis les travaux de construction de la route Mbujimayi-Kananga, longue de 188 km, financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI, évoluent bien. Dans sa vision de faire la République démocratique du Congo un État prospère à travers une industrialisation progressive, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration de l'usine de montage de bis Mercedes-Benz située au quartier industriel dans la commune de Limete. Cette unité industrielle certifiée a été construite par l'entreprise Suprême Automobile, propriété de l'homme d'affaires indien Harish Jaktani. L'usine est dotée de toute la chaîne de montage pour produire de bis Mercedes-Benz devant servir dans le transport en commun. Elle a une capacité de production de 25 bis par mois et répond aux standards de la prestigieuse marque allemande Mercedes-Benz. À en croire la présidence de la RDC, l'usine de Limete va assurer les services d'après-vente ainsi que la commercialisation des pièces de rechange. L'implantation de cette entreprise en RDC est un événement historique qui intervient plus de 30 ans après le départ du géant américain de l'automobile, General Motors, et marque ainsi le retour d'une industrie automobile au Congo. Félix Tshisekedi s'est réjoui de l'implantation de cette usine dans son pays et voudrait voir de plus en plus des techniciens congolais être formés pour occuper des emplois qualifiés. Honorables députés, chers collègues, après un travail bien accompli pour lequel votre bureau vous adresse ses sincères félicitations, je vous exhorte de retourner auprès de nos bases respectives afin de présenter brièvement les bilans de la présente législature et de déposer les dossiers de nos candidatures afin d'obtenir le renouvellement de la confiance de nos électeurs aux prochaines élections législatives. Sur ces derniers aspects, je souhaite aux uns et aux autres bonne chance, que le Seigneur très haut nous accompagne, vous accompagne. Je ne doute pas un seul instant que chacun de nous a servi la nation avec dignité et responsabilité en s'acquittant de nos deux principales missions constitutionnelles, à savoir légiférer et contrôler. Ainsi continuer de mériter de la confiance du peuple congolais. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sur ce, je déclare close la session ordinaire de mars 2023. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, très chers collègues,
Je prends ce jour la parole à l'occasion de l'examen du projet de loi portant répartition des sièges, et c'est au nom de tous les sénateurs du Front commun pour le Congo, 20 au total. Honorable Président, en effet, il nous revient de noter que la situation générale du pays laisse à désirer l'intégrité du territoire, des droits et libertés fondamentaux, reconnus aussi par la Constitution, que les instruments internationaux ratifiés sont mis à mal. Outre la mauvaise distribution de la justice et de la dégradation sans pareil de la situation socio-économique, sans oublier de nombreuses antivaleurs qui gangrènent tous les domaines de la vie nationale. Et comme si cela ne suffisait pas, les jalons du processus électoral en cours est très mal posé, en dépit des voix qui s'élèvent le jour, honorable Président. À ces propos, le Front commun pour le Congo réaffirme sa position, maintes fois exprimée, de participer aux élections dans les délais constitutionnels à condition d'avoir, point 1, une CENI consensuelle comportant en son sein des délégués dûment désignés par leurs composantes, une cour constitutionnelle non inféodée dont les membres sont désignés conformément à la Constitution, aux lois en la matière. 3. Une loi électorale exclusive garantissant la transparence et l'égalité des chances à tous les compétents. Le gouvernement de la République s'attelle à résoudre ces problèmes si haut énumérés, tout en rassurant que les populations concernées vont voter sous les statuts de leurs entités telles que retenues dans le présent projet de loi. Il convient de noter que le gouvernement de la République s'emploie utilement à prendre toutes les dispositions afin que les Congolaises et les Congolais puissent voter dans des conditions de sécurité viables. Pour ce faire, un comité de pilotage pour la sécurisation des élections a été mis en place sous ma présidence et d'autres stratégies sécuritaires sont sur pied d'œuvre avec les concours du ministère de la Défense nationale et anciens combattants. C'est par voie routière que le Premier ministre Jean-Michel Tsammalou Kondé a résolu de s'y rendre à Kassinga pour non seulement communier à mi-parcours avec les habitants de différents villages menant vers le chef-lieu du territoire de Kassinga, mais aussi et surtout pour s'y rendre personnellement compte de l'état de la route nationale numéro 5. Les chefs du gouvernement étaient accompagnés d'une forte délégation constituée de quelques membres du gouvernement, notamment le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, celui en charge de l'aménagement du territoire, des membres de son cabinet et de plusieurs personnalités et notables du Grand Katanga. Les tout premiers villages où le chef du gouvernement s'est arrêté, c'est le village Malambwe, où, après les mots de bienvenue de l'administrateur du territoire de Kassinga, le Premier ministre Jean-Michel Tsammalou Kondé a, dans un court message en Swahili, remercié les habitants de Malambwe pour l'accueil chaleureux. Bamingi. De son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Au village Minga, où le Premier ministre et toute sa délégation étaient arrêtés, ils ont été honorés par les Miami du village Lutandula, avec la tenue royale toute blanche.
Tout juste après, le chef du gouvernement s'est rendu au village Minga et dans son village natal, Lutandula, où il a également eu droit à un accueil délirant. Avant de prendre les derniers virages vers le chef-lieu des Kasinga via Kasomeno, le cortège du Premier ministre s'est arrêté au village Kindundu, dans le groupement Sapwe, où est construit un centre de santé dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Un centre dont les travaux ont été exécutés pendant 6 mois seulement. Mais aussi l'école primaire Akili, un bâtiment qui remplace les anciennes installations de chaume et des briques adobe. Le chef du gouvernement a par ailleurs lancé les travaux d'érection de forages d'eau pour résoudre l'épineuse question d'approvisionnement en eau potable dans cette partie de la République. Fin de la toute première mission officielle du vice-premier ministre et ministre congolais en charge de la défense nationale et ancien combattant à Goma ce 13 juin 2023. Avant son embarquement à l'aéroport international de Goma, son Excellence Jean-Pierre Bemba Gombo a présidé une réunion marathon au gouvernorat de la province avec tous les partenaires dans les opérations militaires en province du Nord Kivu. Même si rien n'a filtré de cette rencontre, on peut noter la présence de la MONUSCO, la CIRGL, l'EAC, le mécanisme conjoint de vérification de la CIRGL, le mécanisme ad hoc de Luanda et les commandants de grandes unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Exceptionnellement, ce 13 juin 2023, le ministre de la Défense nationale a échangé avec les responsables des confessions religieuses qui affirment que sa présence en ville touristique de Goma booste leurs espoirs, dit l'évêque Joël Amourani. Ce que nous recherchons en tant que confession religieuse, c'est le retour de la paix. Sans la paix, on ne peut pas prêcher. Sans la paix, il n'y a pas de culte. Sans la paix, il n'y a pas vraiment du travail. Alors nous lui avons demandé, parce que c'est dans ses attributions, de peser de tout son poids afin que la guerre prenne fin dans toute l'étendue de notre province du Nord Kivu. Sa réaction vraiment été positive. Il nous a promis qu'il va s'y mettre au travail et nous croyons que vraiment avec Dieu la paix est déjà là. C'est un homme qui a les soucis non seulement du développement mais surtout le souci de voir les pays vivre en paix. La veille de son départ pour Kinshasa, le ministre de la Défense nationale avait visité les lignes physiques de front à Kibumba en territoire de Nyiragongo et à Lupango dans le territoire de Massissi. Jean-Pierre Bemba Gombo avait également visité le centre de formation militaire de Mubambiro. Parmi les personnalités reçues par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango Bibimoloko, a échangé avec Madame Pramila, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU sur les violences sexuelles liées au conflit. Cette dernière, elles ont évoqué la question de la prévention et de la cause profonde de violences sexuelles, surtout dans la partie est de la RDC. Je considère que la ministre de l'égalité du genre est un allié de taille dans ce travail de prévention par rapport aux violences sexuelles. Et donc j'ai évoqué avec la ministre tout le travail que nous sommes appelés à faire ensemble pour prévenir ces violences sexuelles qui ne sont pas du dommage collatéral, qui ne sont pas inévitables, mais qu'on peut prévenir. Et donc, je lui ai fait quelques propositions de travail, mais c'était une toute première rencontre. On a évoqué toutes les causes profondes de ces violences sexuelles, surtout la situation qui détériore rapidement dans l'est du pays. En prévision de la journée de veuves et des orphelins qui sera célébrée le 30 juin prochain, la ministre de Genre a également échangé avec la délégation de l'ONG qui encadre les veuves et les orphelins en RDC. La délégation est venue faire des propositions à Mireille Massango Bibimoloko pour permettre à toutes les structures qui encadrent de veuves et des orphelins à se retrouver ensemble à la même date pour une célébration commune. Les veuves et les orphelins sont des membres de droit du ministère des Genres et Familles. Alors, quand on a appris qu'à la tête
du ministère de genre, il y a une veuve. Vraiment, on était très très contente. On s'est dit au moins pour une fois, les veuves vont avoir un écho favorable auprès de leur ministère. Parce que chaque structure ici dans notre pays a leur ministère de tutelle. Et nous, notre tutelle, c'est ici le ministère des genres et familles et enfants. Plusieurs autres audiences ont été accordées le lundi 12 juin, dont celle de l'ASBEL Jeunes Filles et Action, qui est venue soumettre à la ministre un projet de lutte contre la faim, dénommé Foire de la bouffe, qui va réunir plusieurs personnalités vulnérables autour d'un repas et autour de propositions pour essayer de lutter contre la faim en République démocratique du Congo. C'est un rapport au constat inquiétant. Le nombre des déplacés réfugiés n'a jamais été aussi élevé dans le monde. L'Organisation des Nations Unies a fait les comptes et les résultats sont 10 millions de personnes qui ont été contraintes de fuir à leur foyer. Filippo Grandi, le haut-commissaire de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, s'est exprimé en ces termes. Vous vous souvenez peut-être il y a quelques années ou même l'année dernière, nous avions annoncé pour la première fois que nous avions dépassé les 100 millions de personnes déplacées. Eh bien, ce chiffre a augmenté de 10%. C'est un véritable réquisitoire contre l'état de notre monde, si je puis dire, que de devoir annoncer cela. La raison de cette forte augmentation, les conflits, notamment la guerre qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, provoquée par le M23, et celui qui a touché les Soudans. Affrontements entre armées et paramilitaires, ainsi que la guerre en Ukraine, a également contribué à cette hausse record. Autre renseignement, rappelé par les Nations Unies, les 3/4 de ces réfugiés fuient vers deux pays à faible revenu. Filippo Grandi a lancé un message aux responsables politiques. On entend souvent notre opinion publique en a marre. On ne peut plus accueillir personne. Vous savez, gouverner, c'est aussi convaincre votre opinion publique que certaines personnes ont besoin d'une protection internationale et que tout doit être fait en ce sens. Par ailleurs, le haut-commissaire de réfugiés a reconnu que l'Organisation des Nations Unies ne dispose pas les moyens nécessaires pour venir en aide à ces millions de réfugiés. Évolution de travaux de construction de la route Mbuji-Mayi-Kananga, longue de 188 km sur un financement du Fonds de promotion de l'industrie FPI. Nous apprenons que les travaux de déblayage, de terrassement et d'enlèvement des herbes pour ouvrir l'emprise de la route se poursuivent bel et bien dans la zone périurbaine. L'entreprise égyptienne Samcruit, qui exécute les travaux sous le contrôle et surveillance de Grains International Group, renseigne que les travaux connaissent quelques difficultés dans la zone urbaine, soit du point kilométrique 0 au niveau du rond-point Kalalawankata jusqu'au point kilométrique 4. La réalité est que la problématique du non-enlèvement des obstacles demeure. Nous évoquons spécifiquement ici les déplacements du réseau de distribution d'eau, quelques poteaux électriques ciblés, les câbles de la fibre optique, ainsi que quelques cas de démolition des bâtiments construits sur l'emprise de la route. À entendre les ingénieurs de Samcruit, au stade actuel, ces obstacles perturbent toute la programmation sur l'évolution de travaux en ce qui concerne les premiers 4 km, puisque cette zone est déjà prête à recevoir les graviers ainsi que les géotextiles. Mais en attendant, pour ne pas perdre du temps, Samcruit a dû déplacer les engins au point kilométrique 6 où il est déjà à pied d'œuvre avec les travaux de terrassement, de nivellement et des tests de compactage. L'ensemble de ces travaux préparatoires précède la pose du géotextile qui est un élément essentiel dans la construction de la route parce qu'il garantit la protection de cette dernière pendant plus de 50 ans contre les infiltrations des eaux de ruissellement de surface et des eaux qui remonteraient du sous-sol. Bikali ni amuru wajitunga jab chimvundu ni gisali jijiba saluka bwani societe wa samakreta kwa tenjilaya bwani bakeke babate bakwabo
même chene ni jisanga tunjimba ko seni balekele chintwachi entere wanyi meme wakumpala wani luta tulutu jinalu munda mwa province wetu wa Kasai Oriental bon njile yeye mwakana entere wanyi wani bintu bijimwa kwikala byumbuka kumatunga makwabo bibwele matunga yetu tetu abwani inzala yijika bwalu tujini inzala yabonyi. En mission d'inspection pour cerner toutes les réalités en cours sur ce chantier et pour s'assurer de la bonne évolution de travaux, une délégation du FP conduite par François Mpouila Mukendi, le team leader de ce projet, a été informé de chaque détail près en rapport avec toutes les difficultés rencontrées par Samprit dans la matérialisation de ce projet présidentiel. Le travail s'est fait. Le travail de la route n'est pas comme le travail d'une maison. Le travail de la route est appelée à faire plusieurs années. La recommandation que nous avons eue du chef de l'État était que la route ne doit pas être une route en lambeaux. C'est une route qui a un jeu textile de 50 ans de garantie. Nous avons la satisfaction, mais toutefois, nous avons fait la réunion avec les équipes pour leur dire qu'ils doivent accélérer le travail sur terrain. Là, nous venons de voir ce qui est en train de se faire au niveau des concasseurs. Et une bonne nouvelle, il y a le groupe électrogène pour le démarrage des concasseurs qui vient aussi d'arriver. Voilà, le tableau est peint. Alors, contrairement aux rumeurs qui ont circulé et qui continuent à circuler dans les réseaux sociaux ces derniers jours, nous disons le chien aboie. La caravane passe lentement mais sûrement. La route Mbujimai-Kananga s'est construite dans les standards les plus élevés et selon les normes internationales. Circulation sanguine, il est impossible de vivre. Chaque 14 juin, le monde entier célèbre la journée mondiale du donneur du sang. À cette occasion, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Samuel Roger Kamba, et son vice ont rendu visite aux donneurs du sang, venus faire le don du sang, au Centre national des transfusions sanguines, un centre du programme national des transfusions sanguines. Pour le ministre de la Santé, à chaque fois que nous donnons le sang, nous donnons la vie. Le problème, c'est que nous nous demandons souvent comment nous aussi on peut donner la vie. Et là, nous avons une occasion unique d'être des médecins et d'être des mamans. À chaque fois que nous donnons le sang, nous donnons la vie, nous sommes comme des mamans. À chaque fois que nous donnons le sang, nous donnons la vie, nous sommes comme des médecins. Il a martelé du fait que donner le sang, c'est participer au système de santé. Nous pouvons le régler parce que c'est du bénévolat. Nous pouvons le régler parce que nous pouvons donner sans attendre une rémunération. C'est notre manière à nous tous de participer au système de santé. Alors j'invite ceux qui travaillent au quotidien, notamment la Fédération des donneurs bénévoles, mais aussi ceux qui travaillent en ces lieux du Centre national de transfusion sanguine, à redoubler des efforts pour que nous puissions atteindre le maximum de donneurs de sang bénévoles. Retenons que cette année, cette journée est célébrée sous le thème « Sang, plasma, partageons la vie et donnons souvent ». C'est sous le thème « Inclusion fait la force » que le monde commémore la journée internationale d'albinisme. Initiée depuis 2015 dans le but de sensibiliser le grand public sur les difficultés rencontrées par les albinos dans leur vie quotidienne. À Kinshasa, la journée a vu s'organiser une conférence scientifique et artistique au centre Wallonie-Bruxelles organisée par l'association sans but lucratif plus découlaire Fiermandundu avec comme thème albinos, humain comme toi. L'albinisme est une maladie génétique qui se traduit soit par des problèmes de vue, soit par une absence de mélanine dans la peau ou les deux à la fois. Prenant la parole à cette occasion, l'initiateur de l'association sans but lucratif plus découlaire, Fiermandundu, Yann Mambo, demande aux personnes non-albinisme d'accepter les albinos comme des gens normaux. Par ailleurs, plusieurs interventions se sont succédées afin de mettre le point sur ces sujets d'albinisme.
Notons que la discrimination et la violence contre les personnes atteintes d'albinisme ont été soulignées à plusieurs reprises par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais de son ministère de l'Agriculture et le bureau régional pour l'Afrique centrale de l'Organisation internationale pour le bambou et les rotans, ont ouvert un atelier de consultation pour le cadrage des activités de soutien au développement de la RDC à la suite de son adhésion depuis mars 2023 comme 50e pays membre de cette organisation. Cet atelier se présente comme une plateforme aux partenaires et intervenants, leur permettant d'analyser et d'échanger sur les difficultés et opportunités de la filière bambou et rotan. L'ouverture de cet atelier a été marquée par deux intervenants. L'une de la représentante du secrétaire général de l'agriculture et le directeur régional d'Afrique centrale des INBR. Celui-ci a fait une présentation sur des produits intégrés, à savoir les usages du bambou et du rotan, la disponibilité des gisements et la transformation. De cet atelier, il est attendu plusieurs résultats, une feuille de route et un calendrier pour les activités conjointes d'inventaire, de bambou et d'analyse des chaînes de bambou en RDC, qui doivent couronner tous les travaux. 1 571 285 candidats ont présenté la deuxième édition du test national des sélections et d'orientation scolaire et professionnelle du jeudi 15 au vendredi 16 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national, dont deux hors frontières, Luanda et Cabinda en Angola. Pour cette dernière journée, à Kinshasa, les élèves de la 8e année primaire du collège Boboto et du lycée Sacré-Cœur ont passé en revue les déroulements du Tenasoft P devant nos micros. Face à 15 questions par jour, le français, l'anglais, la mathématique et la culture générale, certains élèves croient déjà à leur réussite, même si les résultats ne sont pas encore publiés, et ils envisagent même les options à faire l'année prochaine à la première année des humanités. Notons que les tests nationaux de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle est un moyen qui permet à évaluer les niveaux des élèves de la 8e année primaire pour avoir accès au niveau de la première année des humanités et de leur faciliter les choix d'options à faire aux humanités. J'avais décidé de voir en situation certains joueurs que j'avais pas vus sur le dernier stage. Donc dans ce cadre-là, on a la route est longue pour nous puisqu'on a un match important au Gabon, mais on a aussi à redynamiser l'équipe nationale sur des objectifs qui sont plus à moyen terme. Dans le football, de toute manière, c'est la concurrence qui font avancer les choses. Donc on est, comme je l'ai dit, il y a le Gabon qu'on préparait pour voir certains joueurs effectivement s'ils vont pouvoir intégrer l'équipe, et puis aussi comme je le dis depuis longtemps, des nouveaux, là il y a pas mal de nouveaux joueurs qu'on a appelés depuis deux rassemblements des binationaux. On a encore Dylan qui a fait sa première sélection, on a William, c'était sa deuxième sélection. Au final, au nombre de sélections, on a à part quelques joueurs comme Chancel Bamba, comme Masuaku, comme certains qui ont un certain nombre de sélections, comme Beau Merveille par exemple, mais la plupart ont moins de 10 sélections. Donc on cherche une énergie. L'énergie de travail, elle est super. Je suis content pour eux qu'ils aient gagné parce que depuis le début là, c'est très pro, c'est très discipliné, ça travaille et ils sont récompensés. Je suis content. Maintenant, on va récupérer et on va se battre. Rappel des principaux titres. Au cours de cette semaine, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a annoncé la mise en place d'un comité de pilotage sous sa direction pour la sécurisation des élections.
Le sénateur membre du Front commun pour les Congo FCC ont claqué la porte de la plénière consacrée à l'examen en seconde lecture du projet de loi sur la répartition des sièges. Dans leur déclaration, les élus proches de l'ancien président Joseph Kabila estiment que le projet de loi sur la répartition des sièges se réalise dans un contexte de fraude marqué selon eux par l'absence d'un audit externe et crédible. Et puis les travaux de construction de la route Mbuji-Mayi-Kananga, longue de 188 km, financés par le Fonds de promotion de l'industrie FPI, évoluent bien. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.